Hein, il est arrivé en retard. Ils sont sur la route, ils devraient pas tarder. Euh, et avec Anaïs. Fanny Hannequin, qui fait partie de l'INAO, qui interviendra aussi sur ces sujets de Provence, d'utilisation du mot Provence, mais plus rapidement. Et ensuite, il y a une deuxième partie, qui est un sujet d'actualité qu'on traite beaucoup au syndicat au CIVP, sur la segmentation AOC-IGP, et sur tout ce qui est clarification de gamme entre les gammes AOC, les gammes IGP. On vous présentera un certain nombre de choses sur ces sujets-là, qui est un sujet assez prégnant et qu'on regarde de près. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions au cours de la matinée. Et voilà. Écoutez, on est suffisamment, entre guillemets, on a un bon nombre là pour pouvoir échanger. Donc faut pas hésiter. Voilà. Donc bonjour à tous. Je m'en... Ouais. Donc moi je suis Guillaume Scholz, inspecteur à la DGCCRF au sein du pôle C de la DRED SPACA. Je suis l'inspecteur technique de la brigade. Moi je suis basé sur Avignon et une partie des collègues sont basés sur Marseille. Les principales missions de la brigade, c'est les contrôles au niveau de la production des vins et des boissons spiritueuses, donc sur tout ce qui va être règles de production, règles d'étiquetage et présentation des boissons. Donc ce matin, on va revoir les règles d'étiquetage assez basiques et notamment comment s'est construit la réglementation. Donc la réglementation, elle a été construite pour protéger le produit en luttant contre la fraude au moment où c'était les vins, les faux vins, où c'était de l'effervescent qui était mis dans de l'eau pour créer des poudres pour créer du vin. La réglementation est également construite afin de protéger les producteurs de toute concurrence déloyale ou de pratiques illicites qui porteraient atteinte à une appellation ou au marché, mais elle est également faite pour protéger les consommateurs. Donc la réglementation, elle est à deux niveaux. On a une réglementation européenne et on a une réglementation française. La réglementation européenne, on se base dans un premier temps sur le règlement 1169, donc c'est le règlement INCO qui est relatif à l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires préemballées. Et nous, pour la partie viticulture, le règlement de base, c'est le règlement d'IOCM, le règlement 1308-2013, et ses règlements délégués. Cette réglementation, elle définit et classe chaque produit vitivinicole. Elle définit également ce que c'est que l'étiquetage, ce que c'est que la présentation, et elle rentre dans le détail de chacun des points d'étiquetage obligatoire qu'on va voir par la suite. La réglementation française, elle complète la réglementation européenne, notamment avec le décret 2012-655, qui est relatif entre autres à l'étiquetage, mais également à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques. Donc dans ce décret, on retrouve par exemple des restrictions sur l'utilisation des noms de cépages, sur l'utilisation de distinctions ou de médailles, ainsi que sur la protection et l'utilisation du nom d'exploitation. À savoir que le décret du 19 août 1921 est encore en vigueur. Une grande partie des articles sont abrogés, mais certains restent encore en vigueur. Donc, qu'est-ce que l'étiquetage? L'étiquetage, ce sont toutes les mentions ou indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague, collerette, accompagnant ou se référant à un produit donné. Donc, c'est pas uniquement l'étiquette qui va être apposée sur la bouteille. C'est l'ensemble qui constitue l'étiquetage. Et qu'est-ce qu'on entend par la présentation? Donc, ce sont les informations qui sont transmises aux consommateurs par le biais d'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles. Donc, ces définitions,
elles sont données dans le règlement OCM que j'ai cité précédemment. Donc, dans les mentions d'étiquetage, on a des mentions obligatoires, on a des mentions facultatives qui sont subdivisées en mentions facultatives réglementées et en mentions facultatives libres mais vérifiables. Donc on va commencer par les mentions obligatoires. Elles sont au nombre de 11. Et elles sont prévues à la fois dans le règlement OCM et ensuite dans d'autres réglementations. Donc on va les lister. Elles sont, là je les ai mises dans un certain ordre, mais il n'y a pas d'ordre. Donc on va avoir la dénomination de vente. Donc avec un sujet d'actualité qui est la désalcoolisation. Dans cette dénomination de vente, on retrouve les mentions liées à la désalcoolisation. On a le TAV, la provenance, le volume nominal, l'identité de l'embouteilleur ou de l'élaborateur, la teneur en sucre pour les vins mousseux, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle depuis le millésime 2024. D'autres réglementations rajoutent la mention obligatoire des allergènes, donc ça c'est le règlement d'INCO qu'on a vu précédemment, le numéro de l'eau avec une réglementation française, ainsi que le message sanitaire sur la consommation d'alcool pour les femmes enceintes. Donc on va voir que certaines mentions doivent se retrouver dans le même champ visuel. C'est notamment du coup le cas de la dénomination de vente, du TAV, de la provenance, de l'embouteilleur, de la teneur en sucre, de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle, même si elle se fait via un QR code. Tout cela doit être dans le même champ visuel, sans qu'il soit nécessaire de retourner le récipient. Le volume doit également être dans le même champ visuel et le message sanitaire, il doit être dans le même champ visuel que le TAV. Donc ça, c'est l'arrêté du 2 octobre 2006 qui le prévoit. Donc on va commencer par la première mention obligatoire, c'est la dénomination de vente. Donc pour les vins qui bénéficient d'une indication géographique, la dénomination de vente est constituée du bloc appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée et du nom d'appellation. Donc quand on parle de la dénomination, c'est les deux. C'est pas uniquement, par exemple pour ici, Côte de Provence. C'est code appellation d'origine protégée, Côte de Provence, ou Côte de Provence, appellation d'origine protégée. On parle bien d'un bloc, c'est les deux qui constituent la dénomination de vente. Le TAV. Donc le TAV, il est indiqué par degré ou demi-degré, suivi de pourcent vol, et il y a une tolérance au niveau des incertitudes analytiques. Donc c'est plus ou moins 0,5 par rapport à l'analyse, ou plus ou moins 0,8 par rapport à l'analyse pour des vins avec indication géographique stockés en bouteille pendant plus de 3 ans, ou pour les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants gazéifiés, les vins de raisin surmûri ou les vins de liqueur. Et cette mention, elle peut être précédée de titre alcoométrique acquis ou encore de alcool acquis ou ALC. Donc ça, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le titre, donc le pourcentage, suivi de pourcent vol point. Autre mention obligatoire. Oui. Donc, mention obligatoire suivante, la provenance. L'indication de la provenance est une mention obligatoire et les mentions à utiliser selon les cas, ça va être vin de France pour nous, ou produit en France, ou produit de France, vin de l'Union européenne, MVDPIE, donc vin mélange des pays de l'Union européenne, vin obtenu à partir de raisins récoltés en. Le volume nominal. Alors le volume nominal, il y a des gammes de volumes qui sont imposées selon la catégorie par l'arrêté du 8 décembre 2008. Donc entre 10 centilitres et 1,5 litre
pour des vins tranquilles, il n'est possible que de faire 100 millilitres, 187, 250, 375, 50, 500, 750, 1 litre ou 1 litre 5. Pour les vins mousseux, donc dans l'intervalle compris entre 125 et 1 litre 5, on aura cette autre gamme de volume. Il existe d'autres gammes de volume que j'ai pas mis ici parce qu'on n'est pas concerné dans la région. C'est par exemple pour le vin jaune ou pour les vins de liqueur. Attention aux dimensions de caractère pour indiquer le volume. Elles varient en fonction du volume embouteillé. Donc pour des volumes inférieurs à 5 centilitres, il faudra indiquer le volume dans une taille de caractère de 2 mm. Pour des volumes compris entre 5 centilitres et 20 centilitres, ce sera 3 mm. Pour ce qui nous concerne le plus, entre 20 centilitres et 100 centilitres, ça sera 4 mm. Et pour des volumes supérieurs à 100 centilitres, ça sera 6 mm. Nouvelle mention obligatoire, l'identité de l'embouteilleur. Donc l'embouteilleur, l'embouteillage, c'est la mise en récipient inférieur à 60 litres en vue de la vente. L'embouteilleur, qui c'est? C'est la personne physique ou morale ou le groupement de ces personnes établies dans l'union qui procède ou fait procéder pour son compte à l'embouteillage. Il faut déterminer qui est l'embouteilleur. C'est quand même régulièrement une question qui est posée par nos services. Donc pour déterminer qui est l'embouteilleur, il faudra se poser plusieurs questions. L'embouteilleur n'est pas forcément celui qui remplit les bouteilles. C'est par exemple le cas de groupes mobiles qui viennent à la propriété pour remplir. Le groupe mobile est bien celui qui remplit, mais pour autant, ce ne sera pas lui qui sera considéré comme l'embouteilleur. C'est la même chose pour le cas d'embouteillage à façon. Donc pour déterminer qui est l'embouteilleur, il faut savoir à qui appartient le vin au moment de l'embouteillage. Il faut se dire que l'embouteillage est fait sur ses indications et son contrôle. Donc quand il y a une chaîne mobile qui vient à la propriété, c'est bien le propriétaire du vin qui dit à cette personne tierce ce qu'il faut mettre en bouteille et en quel volume il souhaite que ce soit embouteillé. Et c'est également le point clé, c'est que c'est lui qui engage sa responsabilité sur le vin si jamais il y avait un quelconque souci suite à l'embouteillage. La mention d'embouteillage, elle doit être faite avec l'indication du nom de l'opérateur suivi de l'adresse de l'embouteilleur. L'article 46 du règlement 2019-33, il définit ce que c'est que l'adresse comme les indications de la commune et de l'État membre. Donc c'est la commune suivie de France pour nous. C'est pas uniquement la commune. Et la mention de l'embouteilleur est généralement complétée par mise en bouteille par ou embouteilleur. Dans le cas d'embouteillage à façon, ça va être mise en bouteille pour le nom de l'embouteilleur, qui est le donneur d'ordre. Ou on peut faire un mise en bouteille pour et par en mettant également l'identité de la personne de l'entité qui aura effectué la mise en bouteille. Dans ce dernier cas, l'adresse de celui qui a effectivement réalisé l'embouteillage apparaît également. Pour les vins avec indication géographique, on peut indiquer mise en bouteille au domaine, pour les AOP mise en bouteille au château, si le vin n'a pas été transporté hors de l'exploitation. On peut également indiquer mise en bouteille à la propriété, si l'embouteillage a lieu dans l'exploitation où les raisins ont été récoltés et vinifiés, ou à la cave coopérative, puisqu'il est considéré que la cave coopérative est l'extension de la propriété. On peut également indiquer mise en bouteille dans la région de production si l'embouteillage a lieu dans la zone de l'indication géographique ou la zone de proximité immédiate définie dans le cahier des charges. Dans certains cas, l'embouteilleur peut ou doit être codé. Donc on va avoir le cas du codage facultatif.
Mais attention, s'il y a un codage, il faut tout de même qu'il y ait l'identité d'une personne qui figure en clair, une personne physique ou morale qui a participé au circuit commercial. Parce que derrière cette identité, il faut que n'importe quel consommateur ou service de contrôle puisse remonter à l'embouteilleur et donc à celui qui est responsable de la mise sur le marché de ce vin. Ce codage, il se fait via le code embouteilleur. Donc c'est un code qui est délivré par les services de la DGCCRF. C'est une demande qui est à faire toute simple auprès de nos services et à chaque opérateur est attribué un code emballeur. Quand on indique le code emballeur, c'est le code emballeur qui aura été donné, suivi de France qui doit être indiqué. Et parfois, on va être dans le cas de codage obligatoire. Donc, ça va être notamment le cas où le nom de l'embouteilleur contient le nom d'une AOP ou d'une IGP. Quand on est dans le cas de vin sans indication géographique. Donc là, l'opérateur devra coder son identité pour ne pas que le nom de l'AOP ou de l'IGP figure sur une bouteille de vin sans indication géographique. Ou, autre cas, si le nom de la commune contient le nom d'une AOP ou d'une IGP. Alors dans ce cas-là, ça sera pas le code embouteilleur qui sera inscrit, mais le code postal ou, si nécessaire, le code INSEE. Donc c'est quand il y a plusieurs codes postaux pour une même commune, il faut basculer sur le code INSEE et ce sera ce code-là qui sera indiqué à la place du nom de la commune qui serait le même que le nom d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Ensuite, ça va être la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle et c'est Arnaud qui va prendre la suite. Bonjour à toutes et tous. Excusez-moi déjà pour mon retard. Mon train a eu un peu de retard à Toulon ce matin et je tenais à remercier Anaïs et puis peut-être que tu l'as déjà fait sans doute. Anaïs et puis Nicolas pour cette invitation. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Donc moi je vais vous présenter ces deux nouvelles mentions d'étiquetage que sont la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Vous êtes bien au courant, je présume. Donc l'organisation commune de marché, le règlement de base a été modifié au mois de décembre 2021 pour prévoir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, à la fois pour les vins mais aussi pour les produits viticoles aromatisés. Vous savez que le vin était le seul produit alimentaire en exemption depuis de nombreuses années. En mai 2023, le règlement délégué, le règlement 2019-33, a été modifié pour apporter un certain nombre de simplifications. Ça, on les verra un peu d'étiquetage. Je les aborderai juste après. La Commission européenne a également émis un avis, donc des lignes directrices sur à la fois l'étiquetage de la liste des ingrédients, la déclaration nutritionnelle et aussi la dématérialisation. Puisque c'était la première fois, c'est toujours la première fois, que les opérateurs ont la possibilité de dématérialiser la liste des ingrédients à la déclaration nutritionnelle, mais dans un cadre quand même fixé par la réglementation européenne. Donc la date fatidique, c'était le 8 décembre 2023, date à laquelle les vins doivent être obligatoirement étiquetés avec la liste des ingrédients à la déclaration nutritionnelle. Et le premier millésime contrôlé, on avait laissé un peu de temps, c'est le millésime 2024. Donc on a eu beaucoup de débats sur cette notion de vin produit après le 8 décembre 2023, date à laquelle ces nouvelles mentions d'étiquetage sont obligatoires. On a beaucoup échangé avec la Commission européenne. Donc l'idée c'était, alors on voit pas la caisse du milieu, mais c'est bien la date du 8 décembre 2023. Donc l'idée c'était tous les vins produits avant cette date sont exemptés évidemment. Et à partir de cette date, à partir du moment où le vin est produit, ces deux nouvelles mentions d'étiquetage sont obligatoires. Donc concrètement, on a réussi à s'accorder avec la Commission européenne
on considère qu'un vin tranquille est produit à partir du moment où il a terminé sa fermentation alcoolique. Et pour un vin effervescent, c'est au moment de la prise de mousse. Après, la filière nous a fait remonter un certain nombre de difficultés, notamment dans le cadre d'assemblage. Qu'est-ce qui se passe si j'assemble un lot de 2023 exempté avec un lot de 2024 qui doit prévoir ces nouvelles mentions? Donc là, on leur a dit, la commission a dit, vous n'avez les informations que pour le millésime 2024, donc vous vous basez sur les informations sur les informations de 2024. Donc liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle 2024, même s'il y a un mélange avec un lot antérieur, parce que c'est un peu un cas particulier. Quid des effervescents aussi, si on part d'un vin de base de 2023, mais la prise de mousse est de 2024. Donc là, la commission a accepté qu'on puisse écouler les stocks sans mentionner la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Un autre sujet aussi qui nous a beaucoup occupé, c'est celui de l'exportation vers les pays tiers qui vous concerne, je présume. On a eu la désagréable surprise de constater au moment de la publication du règlement que les produits viticoles aromatisés, donc les vins aromatisés, les boissons à base de vin aromatisés, les cocktails, étaient exemptés de ces deux nouvelles mentions d'étiquetage en cas d'export vers les pays tiers, mais pas les vins. Donc on s'en est étonné vis-à-vis de la commission. Pourquoi une telle différence et donc au final, à la demande de la filière, notre sous-directrice, donc je suis obligé de me présenter. Donc je travaille au bureau 4C à la DGCCRF en administration centrale, et donc notre sous-directrice a signé un courrier au mois de juillet 2024 dérogeant à cette obligation de liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle pour tous les vins destinés à l'export vers les pays tiers. Donc ça, c'était une demande forte de la filière. Je pense qu'on devait être le seul pays dans l'Union européenne à avoir octroyé cette possibilité, puisqu'on a été sensibilisé par le fait que ça allait bloquer, on allait avoir des lots bloqués à l'export pour différentes raisons. Le pays en question ne reconnaît pas la dématérialisation. Si vous optez pour la dématérialisation, ça pouvait bloquer. Le pays demande un étiquetage que en kilojoules, alors que nous, on verra, on demande, enfin c'est la réglementation européenne qui l'impose, c'est kilojoules et kilocalories. Donc ça posait un certain nombre de problèmes avec des pays bien identifiés. Donc on a ce courrier de la DGCCRF. Et puis on voulait quand même une assise un peu plus forte, et donc on a dans le cadre de la toute récente modification de l'OCM en 2026, c'est tout récent, ça a été publié le mois dernier. On a une dérogation en clair, en dur, dans le règlement européen qui dit la même chose, qui exonère tous les vins produits dans l'Union européenne à l'export vers les pays tiers de mentionner ces deux nouvelles mentions d'étiquetage. Seul petit bémol, c'est que on s'est aperçu que la date d'entrée en vigueur de cette modification, c'est septembre 2027, mais bon, de toute façon, vous n'avez pas de difficulté puisque vous avez déjà le courrier de la DGCCRF qui vous exonère. Alors, quelques mots sur la dématérialisation. Je présume que vous avez, a priori, quasiment tous opté pour la dématérialisation. On voit assez peu de vin avec la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sur l'étiquette papier. Donc évidemment c'est une possibilité, mais elle est largement utilisée. Donc il n'y a pas de dispositif imposé. Donc c'est la totalité des cas sont des QR codes, mais rien ne vous empêche de faire appel à une puce, un peu comme sur vos cartes bleues, les puces RFD. Pas de taille minimum du dispositif. Faut simplement que le QR code soit visible pour le consommateur. Ces deux nouvelles mentions d'étiquetage doivent être, donc en l'occurrence, si vous optez pour le QR code, doit se situer dans le même champ visuel que toutes les autres mentions obligatoires. Guillaume a dû vous dire que toutes les mentions obligatoires doivent se situer dans un même champ visuel, que ce soit sur la face avant ou l'étiquette arrière de la bouteille. Donc pareil pour ces deux nouvelles mentions d'étiquetage. Si vous dématérialisez, vous devez néanmoins conserver sur l'étiquette papier la valeur énergétique et les allergènes qui devront figurer de façon apparente dans la liste des ingrédients. Donc, en gras, en italique, plutôt en gras, je pense.
Et surtout, ça c'est un sujet aussi qui nous a pas mal opposé cette fois-ci. On a été beaucoup conciliants, mais sur cette question on l'a été moins parce que on est là pour protéger les consommateurs. C'est sur cette mention informative qui doit accompagner le QR code. Donc en l'occurrence, j'avais qu'un exemple, c'est celui de Côte du Rhône, parce que c'était eux qui nous avaient demandé, qui nous avaient sollicité à la base. Donc vous savez bien, nous on demande à ce que pour le consommateur, on doit avoir cette mention ingrédient ou ingrédients et déclaration nutritionnelle, si ces deux mentions sont dématérialisées, pour que le consommateur sache que c'est en cliquant ce QR code qu'il a accès aux informations. Donc, il y a eu énormément de débats. La filière avait proposé, je ne sais pas si vous êtes au courant, un QR code avec un I au milieu, simplement, espérant que ça passerait. La commission et nous-mêmes s'y sommes opposés, parce que le I, ça veut dire information, mais ça veut tout et rien dire. Voilà. Donc il nous faut vraiment cette petite phrase à proximité du QR code sur l'étiquette papier. Donc la commission est très claire dans ses lignes directrices. Lorsque vous scannez le QR code et que vous êtes renvoyé directement sur cette liste des ingrédients et déclarations nutritionnelles, il ne faut pas d'informations destinées à la vente ou à la commercialisation. Pas d'informations marketing. Donc le principe, c'est quand vous scannez, il faut absolument arriver directement, sans lien, directement sur la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Un autre sujet aussi, ça a été la question de la durée de vie de cette étiquette électronique. La commission nous dit que c'est, en fait, vous faites le choix de dématérialiser, mais par contre, il faut les mêmes garanties qu'une étiquette papier. Alors on a bien conscience que ça peut être compliqué dans certaines situations, notamment si le prestataire de service met la clé sous la porte ou je ne sais quoi. Mais le principe, c'est quand même que le consommateur puisse avoir un accès à ces informations pendant toute la durée de vie du produit. La commission est très claire aussi sur l'absence ou l'interdiction de collecte de toute donnée personnelle, même en cas d'assentiment de la part du consommateur. Mais elle est ok pour utiliser ces données agglomérées à des fins statistiques. Vous pouvez avoir un même QR code pour plusieurs lots, mais simplement si la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle est la même. Si ces informations sont pas les mêmes, il vous faut un QR code par produit, par lot. On sait que ça a agité la filière, mais le consommateur doit pouvoir, lorsqu'il scanne, atterrir directement et pas avoir à récupérer, par exemple, c'est ce qu'on nous avait essayé de nous vendre, récupérer le numéro de lot sur sa bouteille, et puis lorsqu'il va cliquer, voir tout un déroulé avec différents numéros de lot et de cliquer sur celui qui correspond à sa bouteille. Le règlement INCO que tu as cité, le règlement le règlement de 2011 qui s'applique dans notre filière, nous dit que toute donnée doit être lisible et directement accessible. Mais rien ne vous empêche de prévoir plusieurs. Alors on sait qu'il y a un problème de place après sur l'étiquette, mais rien ne vous empêche d'avoir plusieurs QR codes sur la bouteille. Un QR code dédié à la liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle et un autre qui vous renverrait sur des informations commerciales. Voilà, donc je vous avais remis là les lignes directrices de la commission qui sont claires, qui nous disent que les informations obligatoires, donc liste d'ingrédients, déclaration nutritionnelle, doivent être présentées dans un environnement neutre, sans encourager l'achat du produit, soit directement, soit indirectement. Donc la porte d'entrée reste la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Mais on a cette possibilité puisqu'on a été sollicité, nous, au bureau 4C, cette possibilité d'ajouter en bas de votre étiquette électronique un bouton en savoir plus qui permettrait de renvoyer à d'autres informations, puisque là on l'accepte, puisqu'en fait c'est à l'initiative du consommateur, c'est lui qui fait un choix éclairé de cliquer sur ce bouton pour pouvoir accéder à un certain nombre
un certain nombre d'informations. Et donc là, on peut renvoyer à des informations commerciales, mais je crois qu'il faut un double clic, c'est-à-dire qu'il faut qu'il clique sur le bouton savoir plus, et après, donc il aura par exemple l'avis du domaine, une description du vin, un accord mes vins, la boutique en ligne de l'opérateur, et là, il faudra qu'il reclique. Donc c'est vraiment ceinture et bretelles, mais là au moins on l'accepte. Alors j'ai mis quelques cas de figure qu'on avait sur lesquels on avait été interpellé. Je sais pas si je les passe tous en revue. Peut-être pas. Je sais pas si j'ai trop le temps. En tout cas, je pense que le support sera adressé par la suite. Donc je pense que je peux zapper ça. Liste des ingrédients. Donc en 2 mots, la liste des ingrédients. Donc elle doit tout le temps être précédée du terme ingrédient. Vous devez indiquer les ingrédients par ordre décroissance de leur importance pondérale jusqu'à 2%. Si votre ingrédient fait moins de 2%, l'ordre importe peu. Mais par contre, jusqu'à 2%, c'est par ordre décroissant. Donc on verra. Le vin, c'est d'abord du raisin. Après, c'est, alors je sais pas, c'est du sucre ou du mou concentré. Et puis après, un additif. Les allergènes doivent être mis en évidence. Donc oui, le règlement sur les pratiques œnologiques, le règlement 2019-34, distingue bien les additifs des auxiliaires technologiques. Donc le principe, c'est que vous devez obligatoirement étiqueter les additifs, mais pas les auxiliaires technologiques, sauf s'ils sont allergènes. Dès qu'il est question d'allergie, de toute façon, vous devez mentionner. Donc, il faut indiquer, le principe, c'est que vous indiquez la catégorie de l'additif et après son nom ou son numéro E s'il en dispose. Donc, par exemple, la catégorie agent stabilisateur, entre parenthèses acide citrique, ou agent stabilisateur et entre parenthèses E330. Dans le cadre des simplifications pour lesquelles on s'est battu aussi pour la filière, donc outre la question de la dématérialisation, vous avez la possibilité de n'indiquer que le terme mou concentré pour englober à la fois le mou concentré et le mou concentré rectifié. Vous pouvez n'utiliser que mou concentré. Vous pouvez utiliser le terme de raisin pour englober à la fois le raisin et le mou. Je l'ai pas marqué, mais en termes, si vous, en cas de sucrage à sec, vous devez utiliser. Pardon, il n'y en a pas. Ah bon, je le dis quand même. Soit le terme sucre, soit le terme saccharose. Ah oui, c'est une petite une interdiction. Pour la liqueur de tirage et la liqueur d'expédition, pour les produits effervescents, vous pouvez simplement indiquer liqueur de tirage et d'expédition sans leurs ingrédients, mais vous pouvez aussi les préciser. Une petite disposition aussi sur les régulateurs d'acidité, les agents stabilisateurs. La possibilité est reconnue de les lister avec cette formule contient et ou si vous en avez trois maximum, et à la condition que l'un des trois soit présent dans le produit fini. Parce qu'on nous a expliqué que effectivement, il est possible qu'en toute fin d'unification, on doive ajouter un additif et que en termes d'étiquetage, c'était compliqué. Donc on a laissé une petite souplesse sur ce cas-là. Et sur les gages d'emballage, CO2, argon, azote, on peut ne pas les citer puisque c'est des gaz qui se libèrent au moment de l'ouverture de la bouteille et donc qui sont pas consommés. Donc vous pouvez, à la place de les citer, vous pouvez mettre cette petite formule magique mis en bouteille sous AP atmosphère protectrice ou peut-être mis en bouteille sous atmosphère protectrice. Et sur les ingrédients bio, ils doivent être leurs qualités bio doivent être indiquées dans la liste des ingrédients également. Alors sur la déclaration nutritionnelle, donc là c'est uniquement le règlement INCO, le règlement 1169/2011 qui s'applique puisque la réglementation viticole est muette sur le sujet. Autant sur la liste des ingrédients on a quelques dispositions, autant sur la déclaration nutritionnelle tout est renvoyé à ce règlement. Donc elle doit être présentée sous forme de tableau sur votre étiquette papier ou sous forme linéaire si votre espace est indisponible. En tout état de cause, si vous dématérialisez, là, c'est sous forme de tableau, mais ça, vous êtes bien au courant, je présume.
Donc la déclaration énergétique nutritionnelle, pardon, c'est d'une part la valeur énergétique et aussi les quantités de nutriments. Donc la valeur énergétique, donc vous devez la mentionner avec le terme énergie ou la seule lettre E, et vous devez l'exprimer en kilojoules et en kilocalories. Donc elle doit être dans tous les cas présente, oui, c'est ça, sur l'étiquette papier, même si vous dématérialisez. Donc là, concernant la déclaration nutritionnelle, vous savez que la valeur énergétique d'un vin repose sur l'apport calorique de 4 composés. En ordre d'importance, c'est l'alcool, le sucre, les polyols, donc le glycérol, et les acides organiques. Donc on avait travaillé à la demande de la filière à l'établissement de valeurs énergétiques moyennes pour aider les opérateurs. Je l'ai mis juste là. Voilà, on distingue à la fois les vins tranquilles, les vins de liqueur et les vins effervescents. Et à chaque fois, donc le TAV, en fait, on raisonne par fourchette. On peut pas donner de valeur moyenne en termes d'alcool, mais on raisonne par fourchette. Donc vous avez, si on prend les vins tranquilles tout en haut, vous avez la première fourchette inférieure à 0,5 degrés, entre 0,5 et 3, entre 3 et 6, entre 6 et 9, entre 9 et 12, et 12 et 15. Après, sur le sucre, on se base sur les teneurs de sucre résiduel fixées par la réglementation européenne. Donc sec, demi-sec, moelleux et voilà, et doux. Mais en fait, oui, c'est ça. Et puis et on fixe des teneurs moyennes avec en utilisant des coefficients de conversion. Donc c'est assez compliqué, mais au moins ce travail a été fait à la demande de la filière et je pense que la filière en est plutôt satisfaite. Voilà, la réglementation reconnaît la possibilité de se baser sur des valeurs moyennes. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce travail qu'on essaye de entre guillemets de vendre maintenant à l'OIV, à l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui s'intéresse à ces mêmes sujets, mais qui n'a pas du tout conduit ce travail. Et donc l'OIV a entendu parler de nos travaux en France, et donc on est en train d'essayer de leur présenter notre travail. Un petit mot sur l'enrichissement. La liste des ingrédients, donc comme je vous disais, le principe c'est ce qui est mis en œuvre. Donc tout ce que vous mettez en œuvre doit être étiqueté sur, même si au final l'ingrédient n'est plus sous la même forme. Et donc, alors tu me disais que ici il n'y a pas de sucrage à sec, mais mais il y a aussi quand même de l'enrichissement. Donc, vous devez indiquer dans la liste des ingrédients le sucre ou le saccharose en cas de sucrage à sec, et puis du mou concentré ou du mou concentré rectifié, que vous pouvez, comme je disais, étiqueter sous le seul terme mou concentré. Même si je crois que la réglementation vous interdit d'enrichir avec du mou concentré des vins AOP. Il y a une disposition dans le cadre rural. La déclaration nutritionnelle, c'est ce que contient le produit fini. Donc si tous les sucres ont été fermentés, alors vous n'avez pas de sucre résiduel. Si par contre tous les sucres n'ont pas été fermentés, il faudra donc déclarer cette quantité de sucre dans votre quantité de nutriments. Je vais passer un peu rapidement sur les nutriments. Donc matières grasses, protéines, sel, tout ça, il n'y a pas dans le vin, donc vous pouvez mettre 0. Là, la commission l'a bien précisé. Après, voilà, il vous faudra remplir la case glucides. Donc c'est la teneur en sucre résiduel, et glucides et la teneur en glycérol que vous additionnez. En cas d'édulcoration, puisque tout récemment l'INAO a autorisé les vins AOP à édulcorer, ça date d'il y a 3 mois, suite à une demande de Bordeaux. Donc vous pouvez édulcorer vos vins. La seule condition, c'est modifier votre cahier des charges pour en prévoir le principe. Après, il y a quand même des normes fixées.
mais en cas d'édulcoration, donc vous devrez indiquer dans la liste des ingrédients le mou concentré ou le mou concentré rectifié, pas le sucre, puisqu'on peut pas édulcorer un vin avec du saccharose. Et la déclaration nutritionnelle, donc ce que contient le produit fini, donc les sucres non fermentés qui seront à prendre en compte comme je vous disais, dans la déclaration nutritionnelle à la ligne sucre. Un petit mot sur la responsabilité. La responsabilité de ces indications, elles échoient au metteur en marché, donc soit l'embouteilleur, soit l'importateur. C'est l'embouteilleur qui est responsable de la présence et de l'exactitude des informations d'étiquetage. Les fournisseurs et les sous-traitants, par exemple, le producteur qui vend son vin à un négociant, lui, il est responsable de la transmission des informations nécessaires à la commercialisation. Donc, ça sera à lui de donner à son négociant la liste des ingrédients, les déclarations nutritionnelles. Donc, lui-même, le négociant, lorsqu'il va commercialiser, s'il est négociant vinificateur, il ait les informations nécessaires. Et la traçabilité. Le règlement, la réglementation européenne nous dit que toutes ces nouvelles mentions obligatoires doivent figurer sur les documents d'accompagnement, le DAE et le document de simplification, simplifié d'accompagnement. Simplement, voilà, encore une fois, à la demande de la filière, un certain nombre de simplifications ont été actées par la DGDDI. Donc ça, c'est un courrier du 26 décembre 2023 qu'on pourra adresser à Anaïs. Alors je l'avais noté, qui permet de nous renseigner sur ces deux documents. Pour les produits conditionnés, il vous faudra renseigner le numéro de lot. Et pour les produits en vrac, la référence au bon de livraison ou au contrat d'achat. Et après, ils seront en capacité de faire le lien et de récupérer la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Deux mots sur le paquet vin. Donc modification récente de l'OCM 20. Donc comme je vous disais, sur cette question de dématérialisation, la lettre I ne permet pas d'informer le consommateur. La difficulté, c'est que la Commission européenne, dans ses lignes directrices, n'a pas spécifié la mention à utiliser. Donc chaque pays, en fait, des 27 États membres, a fait un peu ce qu'il voulait dans son coin. Donc nous, on était parti sur ingrédients et nutrition, c'est ce qui nous semblait le plus simple et le plus facile à comprendre, même en anglais. Et donc, dans le cadre de cette récente modification, le négoce a fait pression pour, ça c'était, voilà, quand on dit, on a eu beaucoup de discussions avec la filière, c'est surtout avec le négoce, qui n'était pas d'accord avec cette mention obligatoire de ingrédients et nutrition à placer à côté du QR code, qui nous expliquait que sur les étiquetages c'était lourd, en cas d'export il fallait traduire. Ils se sont battus et donc ils ont obtenu gain de cause, habiliter la Commission européenne pour réglementer la présentation de ce QR code et donc définir en fait un pictogramme ou un symbole commun aux 27 États membres à la place de cette mention littéraire ingrédients et nutrition, qui leur permettra évidemment de ne pas avoir à traduire ces mentions. Donc on ne sait pas ce qui fait ressortir de ces travaux de la Commission européenne. On va le savoir très rapidement parce que la Commission européenne a indiqué que d'ici la fin de l'année, on aurait ce logo, ce symbole, ce pictogramme commun. Il sera prévu dans la réglementation. À ce jour, je vois pas ce qu'ils trouveront. Comme ça de tête, je vois pas un pictogramme qui puisse comme ça tout de suite pour le consommateur faire penser à la liste des ingrédients, à la déclaration nutritionnelle. Et bon, la commission planche sur le sujet. Oui. Ouais. Non, juste sur le point au-dessus. Ouais, pardon. Il me semblait bien, ouais, que dans le cadre du paquet 20, il y avait une négo sur cette histoire c'est le I. C'est ça, hein? Alors le I, je pense a priori il est tombé aux oubliettes parce que la commission n'en veut pas. Il n'est pas suffisamment précis. Mais donc potentiellement il peut y avoir un autre pictogramme qui peut remplacer ça. C'est ça. D'accord. Je croyais que le I avait été validé, moi, sur le coup. Ah non, la commission dans ses lignes directrices n'en veut pas parce qu'il c'est I, comme je disais, I c'est trop large. C'est pas suffisamment précis. Donc voilà, je sais que le négoce européen, il travaille de son côté, ils ont planché avec des cabinets, donc je sais pas ce qui ressortira, mais à ce jour, et encore une fois, on le saura très rapidement. Deux mots sur nos propres contrôles sur ces nouvelles mentions.
Donc première application millésime 2024, donc année 2025. Donc on a privilégié les suites pédagogiques, mais ça Guillaume vous le dira mieux que moi. Donc avec donc sous forme d'avertissement et pas d'injonction. Sauf cas évidemment de fraude, mais je ne sais pas si tu en as rencontré des fraudes délibérées. Donc l'année 2026, donc on passe cette fois-ci non plus à des suites pédagogiques, mais ce qu'on appelle des suites correctives, donc des mesures, c'est notre jargon, des mesures de police administrative, donc des injonctions, voire aussi en cas de fraude des PV au pénal. Donc nos premiers constats, c'est que ces nouvelles informations obligatoires sont majoritairement dématérialisées. Vous avez évidemment saisi cette opportunité. Les non-conformités sont principalement mineures, avec des erreurs sur les dénominations des catégories d'additifs. Donc encore une fois, il faut se référer au règlement sur les pratiques œnologiques qui définit très précisément toutes ces terminologies en termes d'additifs. La question de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle qui sont placés après d'autres mentions d'étiquetage répétées sur l'étiquette, alors qu'on avait dit c'est le point d'entrée, c'est d'abord liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle. Donc on a pu voir des étiquettes électroniques avec d'abord le millésime ou la dénomination de vente, et puis après ces mentions obligatoires. Et puis aussi des absences de concordance entre la cuvée scannée et la cuvée dématérialisée. Notamment l'année dernière, parfois des QR codes qu'on scanne et où toutes les valeurs sont à 0 quand on arrive sur la page internet. Donc c'est les deux choses qu'on rencontre le plus, soit quand on scanne c'est pas du tout la bonne cuvée sur laquelle on atterrit, soit toutes les valeurs sont à 0. Donc ça reste des non-conformités mineures, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est le début. Après, quand on va commencer à vraiment prendre le pli de ces deux nouvelles mentions obligatoires, il faudra qu'à l'avenir ces mentions elles soient bien remplies et qu'on atterrisse sur la bonne cuvée. Excusez-moi, j'aurais juste une question qui revient, Anaïs. Je me présente. Une question qui revient régulièrement au service juridique du syndicat, c'est si les ingrédients n'ont pas bougé d'une cuvée à l'autre, d'une année sur l'autre, est-ce que je peux conserver le même QR code? Donc voilà, il y a pas de, en principe, il me semble qu'il n'y a pas de contrainte, simplement changer le nom le millésime, bien entendu. Et si c'est le même nom de cuvée, mêmes ingrédients, voilà, vous confirmez que, comme c'est une question récurrente. C'est ça, c'est que le QR code, il renvoie vers une page où, dès le début, on a uniquement la liste des ingrédients, la déclaration nutritionnelle, et il est associé pendant toute la durée de vie de la cuvée, la dite cuvée. Donc si la dite cuvée, c'est une 2024, si on bascule le QR code de cette cuvée-là sur la cuvée 2025 et qu'on n'a pas indiqué qu'il n'y a pas de changement entre la cuvée 2024-2025, étant donné qu'on n'indique pas le millésime dans cette dématérialisation, il n'y a pas de difficulté à conserver, à switcher, puisque la seule chose qu'il faut, c'est que le QR code du 2024 soit toujours valide et renvoie toujours bien sur la même liste, puisqu'il faut qu'il reste actif sur toute la durée. C'est juste ça auquel il faudra faire attention, c'est qu'en générant ce QR code pour la cuvée 2025, que celui de 2024 reste actif et qu'on puisse quand même accéder aux informations. Mais si la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle est identique, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir envoyer vers la même chose. Très bien, merci. Oui, c'est ça. Donc Anaïs vous a glissé le QR code vers notre guide pratique sur les listes des ingrédients et la déclaration nutritionnelle qu'on a rédigé il y a 2 ans maintenant. Et donc vous avez notamment des précisions sur ces valeurs énergétiques moyennes, mais tout ce que je vous ai dit, vous le retrouvez sur ce petit guide papier là. Voilà, liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle, comment appliquer la nouvelle réglementation. Oui.
de collecter des informations sur le consommateur, est-ce qu'il est possible de collecter le clic? C'est-à-dire, est-ce que on peut, par la liste des ingrédients uniquement, faire un sondage pour savoir si le consommateur clique dessus? Ou est-ce que ça, c'est déjà considéré comme une information perso? Attendez, on va prendre la... Oui, c'est pour des données à des fins statistiques, je présume. Oui, là-dessus, il y a pas de difficulté. Il faut pas de données personnelles. En fait. Si après, c'est oui, c'est ça pour savoir, pour avoir une. Oui, je pense. Oui. Ouais. Ce que je vous propose, c'est que on termine la présentation et on va faire un temps de questions-réponses avant de faire intervenir Fanny Hennequin de l'INAO. Donc juste pour finir, ce guide, si jamais vous scannez pas là, il est accessible sur le site de la DGCCRF et vous trouverez également le tout récent guide global sur l'étiquetage, donc avec toutes les mentions obligatoires facultatives. Il est accessible également sur le site de la DGCCRF. Encore une mention obligatoire, la mention des allergènes. Donc, pour indiquer des allergènes dans une cuvée, il faut employer le terme contient, suivi du nom de la substance allergénique. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing, mais en général, c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Si jamais il y avait des questions vraiment très spécifiques, on pourra y répondre plus tard. Le numéro de l'eau est également obligatoire. Généralement, il est plutôt gravé sur vos bouteilles. On entend par un lot, c'est l'ensemble des produits qui sont fabriqués dans des conditions identiques et il est précédé de la lettre L, sauf dans le cas où on comprend distinctement que c'est bien le numéro de l'eau. Et enfin, dernière mention obligatoire, le message sanitaire. Donc, c'est le message porté sur toutes les unités de conditionnement de boissons alcoolisées. Donc c'est soit le pictogramme, soit le message, la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant. Et cette information doit être dans le même champ visuel que le titre alcométrique. Donc on a fait le tour des 11 mentions obligatoires. Maintenant, on passe aux mentions facultatives réglementées. Oui, bien sûr. On prendra juste un petit temps de questions-réponses. Je vais Pas faire de assez problème. vite alors parce que vous les connaissez, je pense assez bien. Oui. Le millésime, donc c'est la fameuse règle du 85-15. Vous pouvez étiqueter un millésime si au moins 85% des raisins récoltés le sont dans l'année considérée. C'est une mention qu'on peut réglementer dans le cahier des charges. On peut être plus strict. Un exemple, champagne, ils vendent 100%. Mais sinon, la règle, c'est 85. C'est la règle européenne qui s'applique pour les AOP, IGP et les vins sans IG aussi. Cépage, donc la liste de cépages, c'est celle qui est prévue au catalogue national, à l'arrêté de classement. Même règle, donc c'est vous pouvez étiqueter un cépage si ce cépage compose un minimum 85% du vin. Si vous voulez mentionner plusieurs cépages, à ce moment-là, le vin doit être composé à 100% de tous ces cépages. Vous devez tous les lister. Vous n'avez pas le choix. Et on a une exigence nationale, mais qui devrait bientôt être abrogée pour les AOP-IGP, c'est que en plus de cette règle du 100%, il faut que dans le cas d'assemblage, chaque cépage fasse au minimum 15%. Mais ça, la CNAOC ou avec eux, donc on va supprimer cette exigence nationale. Sur la teneur en sucre des vins, donc autres que les vins mousseux, vous les connaissez bien, c'est les 4 mentions, sec, demi-sec, moelleux et doux. Ça, je passe très vite. Les mentions traditionnelles, les fameuses mentions traditionnelles, donc 29 je crois en France, vous les retrouvez toutes sur le site internet de la Commission européenne, e-Ambrosia. Donc si vous avez la curiosité d'aller sur e-Ambrosia, c'est d'abord la base de données de toutes les AOP IGP protégées dans l'Union européenne.
des 27 États membres. Mais si vous cliquez, vous descendez tout en bas, vous avez une section mention traditionnelle dans le secteur du vin. Et donc là, vous sélectionnez le pays et puis vous avez la liste de toutes nos mentions traditionnelles. Donc vin de pays, vin jaune, château, cru classé pour vous qui vous intéresse un peu plus pour Côte de Provence, cru bourgeois, cru artisan. Les symboles européens, vous les connaissez bien. Donc ils sont facultatifs, alors que dans le secteur des produits agroalimentaires sous AOP IGP, les fruits et légumes, les pommes, les fromages, le logo est obligatoire. Dans le vin, il est optionnel. Si vous les utilisez sur un étiquetage, la mention de l'indication géographique doit être dans le même champ visuel que le symbole. Pour les IGP, ils ont une petite exigence qui est retranscrite dans les 74 cahiers des charges de 20 IGP. C'est la réglementation vous autorise oblige à utiliser par exemple indication géographique protégée, mais vous pouvez choisir de étiqueter une mention traditionnelle à la place. Donc en l'occurrence pour les IGP, c'est 20 pays. Si l'opérateur a totalement le choix de choisir, par contre s'il choisit 20 pays, il aura l'obligation d'étiqueter le logo. Alors qu'on n'a pas ça dans les AOP. Les AOP, vous avez l'obligation d'indiquer appellation d'origine protégée, mais vous pouvez utiliser la mention traditionnelle appellation d'origine contrôlée, en France, mais vous n'avez pas cette obligation de mettre le logo AOP. Vous l'avez, cette obligation pour les IGP. Un certain nombre de méthodes de production qui sont définies dans la réglementation européenne, notamment celle sur l'élevage et vieillissement sous bois. Donc ça, je vais passer rapidement aussi. Pareil sur l'agriculture biologique, parce que c'est une thématique que vous connaissez bien, avec le logo européen qui est obligatoire. Un certain nombre de mentions qui sont définies dans notre réglementation nationale, cette fois-ci, blanc de blanc. Blanc de blanc, donc c'est un vin blanc issu de raisin blanc à 100%. Par analogie, même si c'est pas défini encore à ce jour dans notre décret 2012 sur l'étiquetage blanc de noir, c'est un vin blanc issu à 100% de raisin noir. Et puis ces mentions primeur et nouveau. Donc primeur, c'est une mention traditionnelle. Pour un AOP, donc c'est une mention qui peut être utilisée pour la commercialisation de vin au 3e jeudi du mois de novembre. Pour les IGP, c'est le 3e jeudi du mois d'octobre. Nouveau, donc ce n'est pas une mention traditionnelle, donc elle est ouverte aux AOP, aux IGP et aux VSIG, aux vins sans indication géographique. Alors que primeur, c'est AOP, IGP simplement. Et dans tous les cas, vous utilisiez primeur ou nouveau, vous devez indiquer l'année de récolte avec des caractères qui sont équivalents ou supérieurs à la mention primeur ou nouveau. Oui, les unités géographiques plus petites ou plus grandes. Donc ce sont là cette fois-ci des mentions réservées aux vins d'appellation et aux vins d'indication géographique. Donc de quoi parle-t-on? Donc d'une localité, d'une zone administrative ou d'une sous-région viticole. Avec quelques exigences. Cette unité géographique plus petite doit être délimitée précisément dans le cahier des charges. 100% de raisins doivent provenir de cette unité géographique plus petite, et donc cette possibilité est expressément prévue par le cahier des charges. L'unité géographique plus grande, simplement la seule exigence, c'est que cette mention soit présente dans le cahier des charges. Donc, quelques petits exemples. En Côte de Provence, donc vous avez 5, ce qu'on appelle nous dans notre jargon national, dénominations géographiques complémentaires, donc des groupes de localités. Une cru Sainte-Victoire, la première DGC avec le terme de cru en France, elle est chez vous, cru Sainte-Victoire, Fréjus, La Longue, Pierrefeu et Notre-Dame-des-Anges. Et le cahier des charges de Côte de Provence nous dit que le Côte de Provence doit être suivi, alors regardez, c'est même complété de la dénomination géographique complémentaire, pardon. Ça veut dire qu'on peut pas mettre sur une même ligne, parce que c'est l'appellation, c'est Côte de Provence. Et à proximité, en dessous, vous mettez Côte de Provence, rue Sainte-Victoire, Fréjus. Et on peut pas mettre Côte de Provence, rue Sainte-Victoire, parce que l'appellation, c'est Côte de Provence simplement. Donc elle est complétée, mais pas à la suite. Il faut qu'on fasse, c'est bien ça, Fanny, il faut qu'on fasse la distinction. Coteaux-Varois en Provence, donc pas de dénomination géographique complémentaire, simplement la possibilité d'étiqueter des lieux-dits, qui sont aussi des unités géographiques plus petites.
à la condition qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure dans la déclaration de récolte. Donc là, ils sont pas listés dans le cahier des charges. Et les règles de présentation dans le cahier des charges du Coteau-Varois en Provence, c'est que les caractères du lieu-dit ne doivent pas être supérieurs à ceux du nom de l'appellation d'origine contrôlée. Pour le cahier des charges Côte de Provence, Coteau-d'Aix et Coteau-Varois, dans tous les cas, vous avez la possibilité de préciser l'unité géographique plus grande, vin de Provence. Les règles de présentation sont les suivantes. La dimension des caractères de cette mention vin de Provence ne doivent pas être supérieurs à ceux du nom de l'AOC, et vin de Provence doit être dans le même champ visuel que celui du nom de l'AOC. C'est le cas pour Côte de Provence et Coteau-Varois, mais a priori pas pour Coteau-d'Aix. Alors les abréviations AOP-IGP, on l'a vu, ça a été intégré récemment dans la réglementation européenne, dans les mentions facultatives. Donc vous pouvez utiliser les acronymes AOP-IGP, mais comme je vous ai dit que, comme c'est pas moi, Guillaume qui vous a dit que la dénomination de vente c'était obligatoirement appellation d'origine protégée, plus Côte de Provence, ou appellation d'origine contrôlée si vous utilisez la mention traditionnelle. Donc le terme appellation d'origine protégée, en toutes lettres, est obligatoire. Donc ça veut dire que l'acronyme AOP ou AOC, vous pouvez l'utiliser, mais simplement à titre complémentaire, peut-être, je sais pas, pour décrire le vin sur l'étiquette au dos de votre bouteille, mais surtout pas comme dénomination de vente. AOP, Côte de Provence, c'est pas possible. Le nom de l'exploitation viticole, donc on vous a remis la définition d'une exploitation viticole. Les conditions d'utilisation de ces fameuses mentions que sont pour AOP, château, clos, cru ou hospice, c'est que les raisins soient récoltés dans l'exploitation et vinifiés dans l'exploitation. Pour les AOP IGP, la liste est plus longue. Je vous ai remis tous les plus connus, le plus utilisé, je pense, c'est domaine. Donc ça, c'est la réglementation pour les AOP IGP. Pour les vins sans indication géographique, ils peuvent utiliser d'autres noms. On a cité cave, mais ça peut être caveau, vignoble, par exemple. Les médailles ou les distinctions, donc c'est une possibilité de les faire apparaître sur votre étiquetage. La condition, c'est que le concours officiel soit inscrit sur une liste qui est publiée au bulletin officiel de la CCRF. J'ai un collègue au bureau 4C qui s'occupe de valider les règlements intérieurs des nouveaux concours, les modifications des règlements intérieurs des concours existants. Le principe, c'est que évidemment seuls les lots primaires revendiquent la distinction, et toutes les règles des concours sont établies par un arrêté de 2013 qui concerne la compétence des jurés, l'impartialité de l'organisateur, l'anonymisation des échantillons, par exemple. Voilà, donc je vais te laisser la parole. Donc on avait vu que dans les mentions facultatives, il y avait les réglementées, celles que Arnaud vient de vous présenter, et maintenant on passe sur les mentions facultatives libres. Donc ça va être des mentions qui sont non réglementées, c'est par exemple le cas de la mention vieille vigne, mais attention, depuis peu on a une résolution OIV qui dit qu'il faut que ce soit sur des parcelles avec 80% minimum de plants de plus de 35 ans pour parler de vieille vigne ou de vieux vignoble. Donc c'est une position qui a été adoptée au niveau répression des fraudes. Donc nous, aujourd'hui, on sensibilise sur le fait qu'il faut que quand on a la mention vieille vigne, ce soit issu de parcelles d'au moins 35 ans. Et donc maintenant c'est uniformisé sur tout le territoire, puisqu'avant c'était plus ou moins chaque région qui déterminait un âge qu'il considérait comme valable et recevable pour la mention vieille vigne. C'est des mentions qui doivent pouvoir être justifiées, par exemple la vendange manuelle, et c'est des mentions qui ne doivent pas être confusionnelles, ce qui peut notamment être le cas avec certaines marques ou noms de cuvées. On va s'arrêter là. Là, on avait repris quelques présentations pour voir toutes les mentions obligatoires, les mentions facultatives, mais on a déjà plutôt tout bien décrit précédemment. Merci Guillaume, merci Arnaud.
pour cette présentation très complète. Alors quelques slides ont dû être malheureusement enlevés, mais suite à notre retard. Mais merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On va passer un petit temps de questions-réponses. Voilà, donc je vous laisse la parole. Si vous voulez lever la main pour une question, je vous apporte le micro. Pas de questions. Ah. Oui, j'avais une question sur, on en a parlé à la fin, sur les indications géographiques, notamment Lalonde. Vous expliquiez qu'il fallait que Lalonde soit en dessous de l'appellation Côte de Provence et pas sur la même ligne que Côte de Provence. Vous confirmez? D'accord. Ok. On ne parle que d'unités géographiques plus petites. Il faut bien que ça soit différencié du nom de l'appellation. Donc ça sera Côte de Provence, Lalonde. D'accord. Et après, en respectant les règles d'étiquetage, si ça doit être la taille des caractères, si c'est précisé dans le cahier des charges. Mais c'est vrai que la terminologie nom de l'appellation accompagné de la DGC, c'est vrai que ça brille pas, je pense, par sa clarté, et ça peut engendrer effectivement des étiquetages qui sont peut-être un peu, je pense, limite. Et oui, Fanny Lienao confirme que c'est bien. Opte pour la version appellation, nom de l'appellation contrôlée. On a souvent le problème où on met appellation Côte de Provence Fréjus contrôlée, sauf que le nom de l'appellation c'est pas Côte de Provence Fréjus, c'est Côte de Provence. Donc cette idée des deux lignes, c'est bien pour clarifier les choses. Il y a Côte de Provence et ensuite c'est une sorte de Côte de Provence, c'est Fréjus. Donc les deux doivent vraiment être distingués, et si tout est sur la même ligne pour le consommateur, c'est Côte de Provence Fréjus, comme si c'était une appellation à part entière. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, je suis Corinne Lafortune. Je suis consultante en réemploi des bouteilles. Donc j'avais des questions sur le numéro de l'eau. Le numéro de l'eau, il est souvent gravé sur la bouteille, ce qui au lavage ne part pas et qui est un frein au réemploi des bouteilles. Donc est-ce qu'il peut être dématérialisé et figuré sur le QR code, par exemple? Non, il peut pas être dématérialisé, c'est sur le contenant. Sur le contenant ou sur l'étiquette, voilà, contenant sur la bouteille ou sur l'étiquette, mais en aucun cas il peut être dématérialisé, c'est pas prévu. La seule possibilité, c'est simple, la seule possibilité de dématérialiser à ce jour, c'est liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle. Ok. Et est-ce qu'il peut être mis sur la capsule? Je crois que non, parce que si le jour où faut qu'il reste, parce que le jour où vous enlevez le bouchon, la capsule, vous perdez le numéro de l'eau, donc il faut quand même qu'il soit, donc je vous dis bouteille ou étiquette papier. On le voit souvent sur les étiquettes aussi. Dans le règlement d'étiquetage, c'est marqué qui peut être marqué sur la jupe de la capsule de décembre 2025. Mais la jupe, c'est l'étiquette. Enfin, c'est le. Non, c'est le. Oui, c'est le. Ok, alors il faudrait regarder en fait on a donné la page juridique, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas accès. Oui, on va regarder en fait exactement ce que nous dit, parce que c'est un arrêté. On va regarder exactement ce qui est prévu dans. D'accord. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voyez sur la slide, donc on a fait une succession de QR codes pour éviter les impressions. Bon, c'est plus trop dans l'air du temps de trop imprimer. Donc, vous recevrez les slides et vous pourrez scanner. Donc, ça renvoie systématiquement à des guides. Donc, bon, les services que nous proposons au syndicat juridique. Après, le guide de la DGCCRF. Nous avons mis à jour également notre guide étiquetage Côte de Provence et la brochure du CIVP concernant la segmentation AOP-IGP qui va vraiment qui fera suite en fait à la présentation du CIVP de Brice Aymar, directeur, sur la problématique de segmentation en deuxième partie de matinée.
Ah, une autre question. Oui, madame, on a regardé, donc ça peut être sur la jupe, ouais, c'est précisé dans notre guide d'étiquetage. Oui, oui, donc sur la bouteille, l'étiquette, ou sur la collerette ou la jupe. Ouais. Une question un petit peu parallèle. Est-ce qu'il y a des obligations sur les cartons en particulier? En Des termes obligations légales? solide des ingrédients à déclaration du Oui, consommateur. ou quelconque. Vous avez de l'AOP, de l'IGP et du VSIG. C'est-à-dire que quand vous êtes un château et que vous notez des cartons qui sont mentionnés au nom du château, vous ne pourrez pas mettre d'IGP ni de VSIG à l'intérieur. C'est les principales problématiques qu'on rencontre, mais qui sont pas neutres. Et pareil, si vous avez une double structure, production négoce, et que vous faites référence à la structure de production sur vos cartons, bah vous pourrez pas les utiliser par votre structure de négoce. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation particulière. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose à Fanny Hennequin d'intervenir. Par la suite, nous ferons une pause de 10 minutes. Donc Fanny n'a pas de présentation de support de slide. Donc elle est juriste au service juridique de l'INAO sur Paris et chargée de la protection du nom des appellations. Vaste programme. Donc Fanny, je te laisse la parole. Merci. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. L'idée en lien avec la présentation des services de la DGCCRF, c'est de faire un petit focus sur le nom de l'appellation et les marques qui apparaissent sur les étiquetages, parce que ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'évolutions, notamment de la jurisprudence, avec toujours plus de protection du nom de l'appellation, ce qui est une bonne chose, et c'est pour ça qu'on se bat et qu'on fait les actions en justice, mais qui ont des incidences sur ce que peuvent faire ou non les opérateurs en matière d'étiquetage. Donc juste pour en deux mots, sans rentrer dans le détail, la protection des AOP, il y a une protection contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte pour les produits comparables, et également contre toute utilisation qui tire profit et détourne, et toute évocation. Donc ces dernières années, on a eu un certain nombre de décisions sur le sujet de l'évocation. On était sur une protection qui couvrait la reprise d'une partie du nom, phonétiquement ou visuellement, pour après avoir une protection y compris contre les évocations conceptuelles. Donc c'est des décisions à chaque fois de la Cour de justice européenne. On a eu par exemple Verlados qui reprenait Lados et qui a été considéré comme une évocation de Calvados. On a eu après une affaire avec Glenbourne-Bar avec le terme Glen par rapport à Scotch Whisky où les Écossais considéraient que Glen conceptuellement évoquait Scotch Whisky puisque c'était un terme utilisé sur quasiment tous les étiquetages et qui évoquait l'Écosse. Donc ça, la Cour a donc estimé qu'à partir du moment où un terme ou une évocation faisait un lien direct et univoque pour le consommateur européen moyen, et qu'il avait donc à l'image l'appellation quand il voyait un terme, l'évocation pouvait être aussi constituée par des termes qui n'avaient rien à voir. Ça a été aussi plus loin puisque l'évocation conceptuelle peut être à travers des figuratifs. Donc là, c'était une affaire qui concernait un fromage espagnol avec des références à Don Quichotte et compagnie pour un produit qui venait de la Mancha. Et nous, au niveau national, on a eu plusieurs décisions qui ont estimé que, par exemple, de la farine, alors je sors du secteur viticole, mais de la farine qui avait la carte de la Bretagne ou un drapeau breton, voire une dame en tenue traditionnelle avec la bigoudaine, quand bien même il n'y avait pas le terme breton ou Bretagne, c'était une évocation et donc une atteinte à l'IGP farine de blé noir de Bretagne. Donc on va toujours plus loin. À chaque fois, les questions s'étaient posées pour des produits qui ne bénéficiaient pas de l'IG. Donc ça paraissait assez simple. Et est venu un temps où on s'est dit, mais est-ce que les produits qui eux-mêmes bénéficient de ces appellations ont le droit d'utiliser le nom d'une façon évoquée, qui porte atteinte à l'intégrité du nom, donc qui dilue ce nom parce qu'on le retrouve sous forme de jeu de mots, sous forme de reprise juste d'une partie du nom. Et on a eu des décisions tant nationales qu'européennes qui ont estimé qu'en effet, le nom de l'appellation, quand il était repris sur une étiquette ou dans une marque, devait être celui tel qu'enregistré
et qu'on pouvait pas uniquement en reprendre une partie ou faire des jeux de mots ou des évocations, quand bien même les produits bénéficieraient effectivement de l'appellation. Donc en France, c'est une décision de la Cour d'appel par rapport à une marque New Rhône au regard de l'appellation Côte du Rhône. Et le tribunal a dit, Rhône, bien sûr que ça évoque Côte du Rhône, mais vous pouvez pas reprendre Rhône seul dans une marque, c'est Côte du Rhône ou Vignoble de la Vallée du Rhône, qui est leur unité géographique plus grande, mais pas Rhône et ses déclinaisons. Donc depuis, on a eu des décisions européennes. L'INPI se fait le porte-parole de cette position et désormais bloque la plupart des marques qui reprennent une seule partie des noms d'appellation, ce qui a une incidence par rapport à toutes les marques des opérateurs. Et donc vous, dans votre cas, notamment toutes les marques qui ont Provence tout seul et pas Côte de Provence, Coteau-Varois en Provence, Coteau d'Aix-en-Provence. Et sur les étiquettes, c'est soit le nom de l'appellation, soit vin de Provence, qui est la mention qu'on a vue, qui figure au titre d'unité géographique plus grande, mais on peut pas avoir Provence utilisée à tout va et de toutes les manières. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour les nouvelles marques, parce que de toute façon elles vont se faire bloquer à l'INPI. Et pour le reste, bien sûr que en lien avec le syndicat qui commençait à faire passer ce message, il y a une réflexion à avoir pour peut-être faire évoluer les choses, même si l'idée c'est pas d'attaquer toutes les marques qui existent aujourd'hui avec Provence tout seul. Il y a bien d'autres sujets plus prioritaires, mais c'est quand même pour vous informer que si vous envisagez de déposer des nouvelles marques avec Provence tout seul, vous allez vous les faire bloquer par l'INPI. Et nous, INAO, de toute façon, on interviendra auprès de l'INPI pour faire valoir la jurisprudence qui existe, parce que on est obligé de la faire appliquer de la même façon pour Côte du Rhône, Côte de Provence, Cognac ou Champagne, ou même d'autres plus petites. Donc c'était pour attirer votre vigilance là-dessus et un peu sur l'évolution de la jurisprudence et du droit en la matière. Merci Fanny. Des questions? Pas de questions. Bon, écoutez, on va vous proposer un temps de pause et de reprendre à 10h40 pour la deuxième partie de matinée.